Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, j'avais juste envie de partager avec vous un moment un peu plus particulier, peut-être un peu plus intuitif, ne pas toujours être dans l'analyse, mais partager aussi ses lectures, ce qui nous fait plaisir. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je lisais énormément et que finalement je partageais pas beaucoup ce contenu. Et là j'ai une petite pépite en ce moment, donc voilà, je vais vous proposer une capsule, des petites capsules de quelques minutes sur un ouvrage qui à mon avis mérite votre attention et mérite le détour. Voilà, juste par envie de partager ces univers romanesques avec vous. Je vais pas forcément suivre d'ailleurs la sortie éditoriale puisque par exemple celui dont je vous parle aujourd'hui s'appelle Le Mage du Kremlin. Il est sorti, si je ne me trompe, en avril 2022, donc vous voyez je suis un petit peu en retard, mais finalement la période hivernale dans laquelle nous rentrons correspond assez bien à cet univers et cet imaginaire de la Russie que nous pouvons tous et tout avoir en tête. Donc c'est un livre qui a été écrit, rédigé par Giuliano da Empoli, qui est italo-suisse, je le précise parce que c'est important. Je vous mettrai une interview dans la barre de commentaires. Récemment, il a été interviewé pour France Culture. Je trouve que son analyse politique est vraiment très pertinente. D'ailleurs, il est écrivain et conseiller politique également. Donc, il est dans son univers, si j'ose dire. Alors, c'est amusant parce qu'il a un accent italien assez fort, mais il a une plume qui est très française. Donc ça doit être le côté suisse. Puisqu'il ne s'agit pas d'une traduction, mais bien de son roman qui est sorti chez Gallimard. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en définitive, vous suivez l'itinéraire d'un conseiller très proche de Vladimir Poutine. Donc on plonge dans ces entrailles de la Russie et du pouvoir russe. D'ailleurs, Giuliano da Empoli reprend les 3 dimensions évoquées par Dostoïevski pour rendre compte de la spécificité du peuple russe, de cet imaginaire russe, où il dit finalement le pouvoir russe dépend de trois aspects. Le premier, c'est l'autorité. Voilà, les Russes ont une vision du pouvoir qui est très verticale. Le second, c'est le mystère. Quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, peu le connaissaient et peu connaissaient son parcours. Et enfin, le troisième, c'est le miracle. Alors là, effectivement, c'est un passage qu'on retrouve dans le livre où un bâtiment s'effondre en pleine nuit. Apparemment, ce serait un attentat provoqué et émis par les Tchétchènes. Donc c'est quelque chose de dramatique, mais il se trouve qu'il y a peu de victimes, et donc on va dire que c'est grâce effectivement à Vladimir Poutine qu'il y a peu de victimes. Donc c'est très intéressant cette approche de pouvoir vraiment plonger dans une autre culture. Par ailleurs, ceux qui me connaissent ou ceux qui lisent simplement mon nom, ils voient certaines consonances. Donc moi, je suis d'origine polonaise par mon grand-père, et c'est vrai que j'ai vécu à Varsovie petite, je ne m'en souviens pas, j'ai assez peu de souvenirs, mais c'est vrai que ces ambiances donc c'était avant la chute du mur de Berlin, ces ambiances un petit peu froides, un petit peu austères, sont quand même des images que j'ai en tête, avec un manque de couleur aussi, manque de lumière. Voilà, ce sont des choses qui sont très bien retranscrites, je trouve, dans ce livre. On est vraiment plongé dans cette époque-là. Celle qu'il dépeint dans le livre est beaucoup plus récente. Moi, c'était avant. Je ne veux pas être trop désagréable avec moi-même, donc je ne vous dirai pas quand exactement. Mais c'est assez rare de trouver de manière aussi bien traduite une ambiance, une atmosphère liée à un pays. Là, on parle vraiment de choses, de signes qui sont palpables et que moi j'ai vécu, mais il y a aussi toute cette mentalité slave. Alors, vous allez me dire que, à juste titre, des Russes ne sont pas forcément des Polonais, qui ne sont pas forcément des Roumains, mais il y a quand même une sorte d'état d'esprit que j'ai beaucoup retrouvé dans le livre, justement sur si on faisait un petit peu la réunion de tous ces pays et qu'on pourrait rassembler sous cette étiquette de la mentalité
réalité slave, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose qui était assez juste et qui, en tous les cas, reprenait beaucoup de ce vécu. Donc c'est très intéressant. En plus, paraît-il que tout ce que Giuliano d'Ampoli écrit dans le livre est fait porter par son narrateur principal, qui est donc le conseiller de Vladimir Poutine et qui s'appelle dans le livre Vadim Baranov. Paraît-il que tout ce qui est dit est vrai. Donc ça va, on va du début, si vous voulez, de la sortie de ce personnage, de ce conseiller, jusqu'à des périodes beaucoup plus récentes, en passant par la poignée de main entre Clinton et Helsinki, la manière dont ça a été très mal vécu, ces fous rires en fait qui, pour nous occidentaux, nous mettaient très à l'aise et on était dans cette euphorie-là, comment ce passage-là aussi a pu être très mal vécu de l'autre côté. Donc il y a beaucoup de détails à la fois historiques mais sous une trame romanesque et une écriture, rappelons-le, qui est très, très agréable, très très bien écrit. D'ailleurs, si vous en êtes d'accord, je vais vous lire ce qu'on appelle l'incipit, c'est-à-dire le début du roman, pour que vous puissiez vous mettre un petit peu dans cette atmosphère-là et plonger au cœur du Kremlin, plonger dans cette Russie assez froide quand même. C'est pour ça que je vous disais la période hivernale, là on est encore en automne, mais je pense que ça va être un bon livre au coin de la cheminée. On disait depuis longtemps les choses les plus diverses sur son compte. Il y en avait qui affirmaient qu'il s'était retiré dans un monastère au mont Athos pour prier entre les pierres et les lézards. D'autres juraient l'avoir vu dans une villa de Sotogrande s'agiter au milieu d'une nuée de mannequins cocaïnés. D'autres encore soutenaient avoir retrouvé ses traces sur la piste de l'aéroport de Tchartcha, dans le quartier général des milices du Donbass, ou parmi les ruines de Mogadiscio. Depuis que Vadim Baranov avait démissionné de son poste de conseiller du tsar, les histoires sur son compte, au lieu de s'éteindre, s'étaient multipliées. Cela arrive parfois. La plupart des hommes de pouvoir tirent leur aura de leur position qu'ils occupent. À partir du moment où ils la perdent, c'est comme si la prise avait été arrachée. Ils se dégonflent comme ces poupées qui se trouvent à l'entrée des parcs d'attractions. On les croise dans la rue et on ne réussit pas à comprendre comment un type de ce genre a pu susciter autant de passion. Donc vous le voyez, dès le début, c'est l'entrée en matière, l'incipit. D'ailleurs, Giuliano d'Ampoli se met lui-même en scène, en fait, à travers le personnage d'un journaliste qui va lui-même rencontrer Vadim Baranov, et c'est à l'occasion de cette rencontre inattendue que le conseiller va lui délivrer son histoire, en parlant également de son grand-père. Donc vous voyez, il y a toute une filiation aussi de qu'est-ce que c'est qu'être russe, et il va aborder évidemment la question du pouvoir. C'est très intéressant parce que souvent les Occidentaux, et notamment la France, qui a une aura particulière, les relations France-Russie qui sont particulières, et dépeintes aussi sous certains aspects. Enfin, un autre point fondamental pour conclure, au vu du contexte actuel et de ce qui se passe en Ukraine, il était fondamental pour moi, très important, que ce ne soit pas une écriture complètement servile vis-à-vis de cette immense Russie, et de ne pas plonger dans une écriture qui reprendrait toute une rhétorique très désagréable à l'oreille, que l'on a entendue sur beaucoup de chaînes. Alors on retrouve bien ce pattern de l'humiliation, mais on le retrouve dans une optique d'analyse géopolitique. Donc c'est pas comme des éléments de langage que l'on retrouve sur les plateaux télé et qui nous expliquent à quel point c'est normal que l'Ukraine ait été envahie et que finalement Père Fouettard a été humilié et donc il réagit, c'est tout à fait normal. Donc ça, j'avais quand même cette méfiance-là au début, parce que c'est pas le type de discours que moi personnellement j'ai envie d'entendre, d'autant plus que la mécanique, je la vois beaucoup, quand je vous parle d'éléments de langage, c'est vraiment la rhétorique pro-poutinienne, elle est quand même très visible. Bon, mais je vais m'arrêter là parce que l'idée c'était pas de faire une analyse politique, mais en tout cas moi j'avais pas envie de plonger dans une littérature qui nous expliquerait à quel point la Russie
est génial, la Russie de Poutine, à quel point cette Russie-là est grandiose. Je crois qu'on est dans une écriture qui est plus équilibrée que ça, qui rend compte vraiment de certains patterns, comme je vous le disais, comme voilà, certains traits caractéristiques de qu'est-ce que c'est que le peuple russe, mais sans pour autant tomber voilà, dans des excès. Donc j'ai beaucoup apprécié ce point de vue à la fois analytique, équilibré et pour autant romancé. Donc c'est une vraie gageure que réussit cet auteur. En tout cas, je serais ravie d'avoir vos commentaires et retours que je lis toujours. Par contre, effectivement, je n'y réagis pas. Je n'y réagis plus parce que j'y passais trop de temps, ne m'en veuillez pas. Mais vous êtes lus, hein, voilà, rassurez-vous. Merci beaucoup, à bientôt.